Dès que le shérif quitte la route principale et s'engage dans le petit chemin de sable qui mène à la résidence des Morphew, il ralentit, il roule au pas, scrutant chaque détail. Le shérif a été appelé il y a maintenant une demi-heure. Suzanne Morphew était partie le matin même faire une randonnée avec son vélo. Depuis, elle n'est pas rentrée. Il est 19h30 et la nuit ne va pas tarder à tomber. Quand au détour d'un tournant, il aperçoit le vélo, posé sur un talus. Suzanne. Commence alors une étrange enquête et surtout extrêmement frustrante pour découvrir ce qui est arrivé à Suzanne Morphew. And let's not touch anything just for in case. Quand Barry, son mari, donnera au chef de la brigade canine un vêtement de Suzanne, une énorme recherche est mise en place. Les chiens pisteurs sont lâchés à 20h40 dans cette soirée du 10 mai 2020. La dépouille de Suzanne ne sera découverte que le 22 septembre 2023, à 80 km de là, dans un champ que l'on appelle The Barnyard. Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne Avec Malice. Aujourd'hui, j'ai décidé de traiter l'histoire de Suzanne Morphew pour plusieurs raisons. Déjà parce que tout le monde a la conviction de savoir qui est le coupable, mais il n'est pas arrêté. Et puis parce qu'il y a quelques jours seulement, on a compris qu'elle était morte, ce qui jusqu'alors n'était pas sûr. Cette affaire est une affaire en cours et la police a énormément travaillé dessus. Et surtout, j'aimerais que vous me donniez votre avis sur ce qui est arrivé à Suzanne Morphew, parce que vous allez voir que tout n'est pas si simple que ça. Un an après la disparition de Suzanne, Barry, son mari, a été mis en état d'arrestation pour le meurtre de sa femme. Il ne fera que quelques jours de prison et ressortira sous une caution de 500 000 $. Mais en 2022, toutes les charges ont été abandonnées contre lui. Elles ont été abandonnées sans préjudice, c'est-à-dire que le procureur se laisse le droit de réinculper Barry, s'il avait plus de preuves, parce que c'est ça, en fait, le nœud du problème. La conviction est grande, mais les preuves sont faibles. Mais ça a été une stupéfaction pour tout le monde. Aux États-Unis, on ne peut pas juger deux fois une personne pour le même crime. Alors le procureur, qui ne veut pas se louper, a décidé d'attendre d'avoir plus de preuves pour inculper Barry. Les deux filles de Suzanne et Barry sont près de leur père et elles le croient innocent. D'ailleurs, lui n'arrête pas de crier son innocence. Suzanne et Barry ont grandi dans la ville d'Alexandra, en Indiana. C'est une ville très rurale, entourée de fermes et de champs. La première fois qu'ils se rencontrent, c'est quand Barry, qui était employé pour le golf municipal, tondait la pelouse. Et Suzanne, elle regardait faire de son jardin. En septembre, ils se retrouvent tous les deux dans la même université. Ils vont se fréquenter pendant toute la durée des études. Barry, à 19 ans, est un héros local de la petite ville d'Alexandra, car il a été repéré par la grande équipe de baseball de Toronto, les Blue Jays. Suzanne a alors 17 ans, elle est la petite dernière et elle est adorée par ses grands frères et sa grande sœur. Suzanne est très belle et timide. Après l'université, Barry et Suzanne se marient. Lui, il est paysagiste et elle commence à donner des cours, elle est professeure. Pendant 6 ans, ils font avancer leur carrière jusqu'à ce que Mallory naisse en 1999. En 2003, c'est Messi qui vient agrandir la famille. Suzanne, elle, a arrêté de travailler pour s'occuper des enfants et c'est ce qu'elle voulait. Suzanne disait à sa famille que Barry s'occupait de tout et c'est ce qu'elle appréciait, se sentir en sécurité avec cet homme-là. Surtout que juste après la naissance de ses 2 enfants, elle va être diagnostiquée avec un cancer. Et après un traitement long et douloureux, elle gagnera la bataille. Mais Linda Moorman, la sœur de Suzanne, dira qu'à cette époque-là, Barry a été un vrai héros lui aussi. Il s'est occupé de tout dans la maison. Il travaillait à plein temps, s'occupait des enfants. Il a mené aussi Suzanne lors de ses cures de chimiothérapie à l'hôpital. Il n'a jamais baissé les bras pour sa famille. Quand les problèmes de santé s'apaisent, Barry décide de monter sa propre entreprise de paysagiste. Pendant les années qui suivront, le couple ira bien, mais il commencera à montrer des signes d'usure, des signes de fatigue. Et quand Mallory doit partir à l'université, elle choisit celle du Colorado. Suzanne et Barry pensent que ce sera un nouveau départ pour eux de partir au Colorado et que ça leur fera du bien. En plus, Barry aura beaucoup plus d'opportunités au niveau de son travail là-bas.
Donc en 2018, Barry et Suzanne achètent une maison de 1,5 million de dollars dans la petite ville de Salida, au Colorado, dans le comté de Chaffee. Cette maison est à 30 minutes de la ville. Ils sont entourés d'arbres et de lacs. C'est exactement ce dont ils rêvaient. Suzanne, en partant s'installer dans le Colorado, perd ses deux meilleures amies, c'est-à-dire sa sœur, Melinda Moorman, et Sheila Oliver. Mais elle continuera toujours à correspondre avec elle. C'est grâce à leurs témoignages aux deux et grâce aux textos en fait qu'elles ont gardés que l'on saura que l'homme compréhensif et qui a mené la sécurité et la stabilité financière était devenu petit à petit contrôlant et dominant. Suzanne leur disait qu'elle avait l'impression d'avoir perdu son identité, qu'elle s'était perdue. Dans leur grande maison du Colorado, Massy vit avec eux et Mallory vient de temps en temps, mais elle a une chambre à l'université du Colorado. Barry, lui, est très occupé par son travail. Il travaille toute la journée, toute la semaine et des fois même le week-end. Il rentre le soir vers 17h et quand il rentre, il s'occupe de faire des travaux dans la maison. Et en 2019, un an après s'être installée, Suzanne apprend qu'elle a une récidive de son cancer. Elle commencera des séances de thérapie, de la chimiothérapie, début 2020. À partir de ce moment-là, Suzanne sera très prolifique en texto avec ses amis. Notamment, elle dira le 4 mai, 5 jours avant sa disparition, « J'ai dépassé ma période où j'accepte tout. Je me sens en colère. » Et toujours à propos de Barry, elle dira « Il est physiquement et émotionnellement abusif envers moi. » Son amie, après avoir lu ce texto, l'appellera. Mais au cours de la conversation, Suzanne ne donnera rien pour alimenter ses dires. Barry, lui, décrira la relation avec Suzanne les derniers mois avant sa disparition comme étant chaotique. Il expliquera que dès l'apparition de son cancer, Suzanne était très démoralisée. Il se rappelle que le matin, quand elle se levait, elle ne prenait qu'un café, elle ne voulait pas manger. Et après, quand lui, il quittait pour aller au travail, elle montait sur son vélo, son VTT, et partait faire une randonnée. Elle se forçait à faire une randonnée au moins une fois par jour, même si elle était fatiguée ou même si elle avait des nausées dues à la chimiothérapie. Quand lui, il rentrait du travail vers 16-17 heures, il a remarqué que sa femme commençait à se servir un petit verre de vin ou un petit apéro, chose qu'il ne faisait jamais. Et quand elle avait bu, selon lui, elle devenait un monstre. Il ne la reconnaissait plus. Et ces soirs-là, quand elle avait trop bu, il ne dormait pas avec elle parce qu'elle ronflait beaucoup. Sinon, pour lui, ils avaient une vie de couple tout à fait normale. Mallory et Massy, qui vivent une vie de jeunes adultes, diront que certains soirs, les disputes envahissaient la maison, mais qu'ils n'avaient jamais vu leur mère saoule ou alcoolisée. Dans la semaine du 4 mai 2020, la semaine de la disparition de Suzanne, les deux filles, Mallory et Massy, décident d'aller camper toutes les deux. Elles partent le 4 et ont prévu de revenir le jour de la fête des mères, soit le 10 mai. Selon Barry, la veille de sa disparition, soit le 9 mai, c'est un samedi. Lui, il a travaillé le matin et il est rentré vers midi pour manger à la maison. Ils ont passé tous les deux une bonne après-midi. Selon lui, ils sont allés jusqu'à un lac où ils se sont baignés. Quand ils sont revenus, il a fait griller un steak sur un barbecue. Ils ont mangé et ils ont fait l'amour. Après, ils se sont couchés. Il devait être maximum 9 heures du soir. Parce que lui, le matin, il devait se lever très tôt. Il devait partir à Denver, à 250 km de là, parce que son entreprise devait commencer des travaux le lundi. Et lui, il voulait arriver avant ses deux employés pour voir si tout était en règle. Il a réservé là-bas 3 chambres d'hôtel pour lui et ses 2 autres employés, et il devait y passer toute la journée du dimanche. À 4h30, il se lève, à 5h, il s'en va, il n'a pas réveillé sa femme, mais il a vu qu'elle ronflait un petit peu, et il est parti. En fin d'après-midi, le 10 mai, Mallory appelle son père. Elle n'arrête pas de texter ou d'appeler sa mère, mais personne ne répond. Barry appelle les voisins et demande s'ils peuvent aller faire un tour chez eux, voir si Suzanne va bien parce qu'elle ne répond pas au téléphone. Il leur demande aussi de regarder si son vélo est là-bas. Ils y vont et quand ils reviennent, ils rappellent Barry pour lui dire que ils n'ont pas trouvé Suzanne, mais surtout, il n'y a pas son vélo. Barry leur dit d'appeler le 911. Il dit que lui, il ne peut pas le faire parce qu'il est à Denver et qu'il ne capte pas très bien. Barry ensuite appelle son employé qui s'appelle Morgan pour lui dire qu'il va laisser à l'accueil de l'hôtel toutes les pelles qu'ils auront besoin dès le lendemain pour commencer leurs travaux.
Il lui dit qu'il a une urgence familiale et qu'il doit repartir à Salida. Il lui avait dit aussi de trouver un troisième ouvrier parce que la charge de travail en fait nécessitait plus de monde. Alors il dira à Morgan de placer l'ouvrier supplémentaire dans sa chambre à lui, qu'il a déjà occupée toute la journée, mais qu'il ne pourra plus occuper. Et lui, il va foncer directement chez lui, il en a pour 2h30 de route. Et quand le shérif est devant ce vélo, il y a quelque chose qui l'étonne. Il commence à le regarder de plus près et s'aperçoit que le vélo est intact. Il n'a aucun signe de choc. Et d'ailleurs, autour du vélo, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de sang. Aucun signe d'une chute en fait. Le shérif pense être sur une mise en scène. Dès cet instant, pour la police, ils vont traiter cette affaire comme une affaire criminelle. Après avoir sorti le vélo du talus, ils se rendent donc à la propriété des Morphew. Là-bas, c'est le petit ami de Massey qui les attend. La première chose qu'ils constatent, c'est que dans le garage, il y a la voiture de Suzanne. Et à l'avant, sur le siège passager, ils voient qu'il y a la gourde d'eau de Suzanne et aussi ses lunettes de soleil. Donc elle serait partie sans ça. Pour eux, cela confirme la thèse de la mise en scène. Ils ne trouvent pas non plus son téléphone. Ce soir-là, ils ne trouveront rien. Pourtant, il y avait énormément de bénévoles, la police, les chiens pisteurs, mais rien ne sera trouvé. 2 jours après, ils trouvent le casque turquoise de Suzanne, qui est à 1 km de la maison aussi, mais qui est en tout à 2 km du vélo. 10 jours après la disparition de Suzanne, dans un de ses tiroirs à vêtements, au fond, ils trouvent un stylo espion. C'est un stylo qui active son enregistrement dès qu'il y a une voix. Ils apprennent qu'elle avait acheté ce crayon espion pour prendre Barry sur le fait, pensant qu'il avait une maîtresse. Ils savent que ce stylo a été placé dans la voiture de Barry, mais la seule chose qui a été enregistrée, ce sont les émissions qu'il écoutait à la radio. Mais en fait, les policiers, en écoutant les enregistrements de ce crayon espion, ils trouveront que c'est Suzanne qui avait un amant. Ils vont mettre plus de 6 mois à trouver qui il est. Ne s'étant jamais rendu lui-même aux autorités après la disparition de Suzanne, il avait plutôt pris soin de cacher leur liaison. Mais quand les policiers lui ont rendu visite, au Michigan, il va coopérer, donner son ADN et aussi tous ses textos. Les policiers découvrent que Jeff est marié et il a 6 enfants. Il dira qu'il connaissait Suzanne depuis l'université et que leur liaison a commencé en 2018. Jeff est éliminé de suite de la liste des suspects, il a un alibi très solide. Mais il découvre quelque chose de très important dans le téléphone de Jeff. C'est la dernière preuve de vie de Suzanne. En fait, le samedi 9 mai, alors que Barry donc était au travail le matin et qu'il est rentré vers midi, elle a correspondu avec Jeff plus de 59 fois. À 14h20, alors que Barry est parti pour réparer une machine, elle envoie une photo d'elle à Jeff en maillot de bain. C'est la dernière image de Suzanne vivante. Après ça, Jeff dira qu'il a essayé de l'appeler, il a essayé de la texter, mais il n'a plus eu aucune nouvelle. Pour les inspecteurs, c'est très intéressant parce que enfin, ils peuvent imaginer une heure à laquelle la disparition pourrait avoir lieu. Et dès 14h30, Suzanne a coupé net toute communication avec Jeff. Et depuis, plus personne n'a entendu parler d'elle. Au même moment où Suzanne envoie une photo d'elle en maillot de bain à Jeff, Barry la texte pour lui dire qu'il arrive. Elle ne répondra pas à ce texto. Il lui demandera « Es-tu parti ?» Il est 14h30. Les policiers se demandent si à ce moment-là, il n'y a pas eu une violente altercation. Les éléments qui leur font penser à ça, c'est que la chambranle de la porte de leur chambre principale a une énorme fissure, comme s'il y avait eu un coup de poing. La deuxième chose, c'est que Barry a des marques sur lui, des égratignures. Et puis, il regarde aussi le téléphone de Barry. Et il se rend compte qu'entre 14h30 et 14h45, il a couru autour de sa maison. Les pings sont nombreux et bougent autour de la maison très rapidement, comme si quelqu'un avait couru très vite et toujours en bougeant. Barry explique qu'il a couru autour de la propriété pour tirer sur les écureuils qui sont une véritable nuisance pour la maison. Mais les inspecteurs ont trouvé aussi dans la machine à laver un capuchon de fléchette anesthésiante. Ils ont aussi trouvé un pistolet anesthésiant. Barry en avait, il aurait pu l'utiliser, mais pas sur des écureuils. Il aurait pu l'utiliser sur Suzanne.
Mais Barry dira que non. Il avait des fléchettes anesthésiantes parce que, en fait, des fois, il tirait sur les cerfs pour leur couper leur bois et revendre les bois. Comme c'est illégal, il ne leur en avait pas parlé. Et c'est pour ça qu'il avait caché son pistolet anesthésiant. Les inspecteurs disent à Barry qu'ils ont trouvé un message que Suzanne lui a écrit, qui dit « J'en ai marre, je me fous complètement de toi et ça dure depuis des années. Il faut juste qu'on règle ça correctement et poliment. » Il lui montre la date. Cela a été écrit le 8 mai, 2 jours avant sa disparition. Clairement, Suzanne voulait divorcer. Ils lui montreront aussi les textos qu'elle a écrits à Sheila, sa meilleure amie, et à sa sœur, Melinda. « Je ne me sens pas en sécurité ici et surtout seule avec lui. » Pour les policiers, il y a beaucoup de choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre et surtout, Barry ne donne aucune explication par rapport à ça. La première, c'est que Barry a mis son téléphone sur le mode avion à partir de 14h45, c'est-à-dire après avoir chassé l'écureuil. Puis il l'a remis en mode normal à 4h30 le lendemain matin. Et il y a aussi le fait qu'il dit qu'à partir de 20h, ils étaient au lit, ce qui est très tôt quand même. On sait grâce à l'électronique de la voiture que la voiture de Barry a bougé devant chez lui, que les portières se sont ouvertes et fermées pendant plus de 45 minutes, de 9h30 à 10h15. Et pareil le matin, entre 3h et 3h30. Barry ne peut pas expliquer. Il voit aussi qu'à 5h du matin, quand Barry est parti pour Denver, il s'est trompé sur 60 km. Il est allé vers la ville de Moffat et après il a fait marche arrière et il est reparti vers Denver. Là, Barry dit qu'il a une explication. Il a vu un cerf et en voiture, il a suivi. Mais on peut se rappeler que Moffat, c'est le lieu où on a trouvé le corps de Suzanne. Sauf que le GPS le montre bien. Barry va dans la direction, mais il n'y va pas complètement. Il s'arrête 20 km avant et il fait demi-tour. Et puis, il y a la journée du dimanche à expliquer. Le 10 mai, le jour de la fête des mères. La première chose que fait quand arrive Barry dans la ville de Broomfield, c'est d'aller s'enregistrer à l'hôtel. Puis après, il va commencer à faire le tour des poubelles de la ville. Dans les petites ruelles, il va s'arrêter face à des conteneurs et jeter ses poubelles. Il n'y a pas de caméra de surveillance à l'arrière de certaines de ces poubelles, mais on peut le suivre par le GPS de la voiture. Quand il arrive à son hôtel, il se met à l'arrière du parking et là aussi, il va encore jeter 3 sacs poubelles. Il dira que c'est normal. D'habitude, il fait ça pour ne pas payer en fait les déchets qui sont dus à son entreprise. N'empêche que ce jour-là, le jour de la fête des mères, il jettera plein de sacs poubelles dans plein de containers différents. Pour la police, il se débarrasse de preuves. Surtout que dans cette journée, il est parti à 5h du matin pour aller sur son site où il ne passera en fait que 30 minutes. Le reste du temps, il restera enfermé dans la chambre d'hôtel. Et quand il quittera à 18h, Morgan, qui viendra après lui dans cette chambre, elle va trouver une odeur de javel irritante, très forte. Et Barry dira que c'est à cause du Covid. Ils doivent nettoyer avec beaucoup de produits. Mais l'avocate de Barry, Iris Hayten, ne se gênera pas pour demander aux inspecteurs comment ils expliquent les ADN qu'il y a. Car les inspecteurs, ils ont trouvé l'ADN d'un homme inconnu. Sur le casque à vélo, dans la voiture de Suzanne et dans la chambre de Suzanne. C'est le même homme, mais ils ne savent pas qui c'est. Et ils ont trouvé un autre ADN, l'ADN d'un homme sur la boîte à gants de la voiture. Et lui, ils ne savent pas qui c'est, mais il est connu. L'ADN correspond à un homme qui est déjà fiché pour avoir agressé 3 personnes sexuellement, dans 3 villes différentes, à Chicago, à Phoenix et à Tampa. Et maintenant, il apparaît dans la voiture de Suzanne. Comment la police peut expliquer ça? Pour l'équipe de la défense, toute l'affaire est là. En 2022, l'avocate de Barry avait dit aussi que si les inspecteurs avaient mis plus de 6 mois pour trouver l'amant de Suzanne, qui dit qu'elle n'en avait pas un autre et qu'ils ne l'ont pas encore trouvé, et que Suzanne serait partie avec lui, aurait fui le foyer. Mais maintenant,
Barry ne peut plus se défendre avec cet argument. En 2022, quand il est sorti de prison, Barry a porté plainte contre la police de Salida. Il leur réclame 15 millions de dollars parce qu'ils ont eu une vision tunnel pendant toute l'enquête, c'est-à-dire qu'ils ne se sont préoccupés que de lui. Cette affaire n'a pas encore été jugée. Maintenant, je vais vous donner mon opinion. Considérant tous les faits, je pense que Barry est coupable, mais je ne suis pas convaincue au-delà de tout doute raisonnable. Ce qui est sûr maintenant, c'est qu'on sait qu'elle est morte. On sait donc qu'elle n'est pas partie, qu'elle n'a pas fugué ou qu'elle n'a pas ôté sa vie. Mais d'un autre côté, les policiers ont découvert Suzanne alors qu'ils cherchaient quelqu'un d'autre, Enna Quintana. Dans ce désert de buissons immenses comme une mer, ils ont découvert 3 autres dépouilles avant de trouver Suzanne. Peut-être y a-t-il un tueur en série qui s'est occupé de toutes ses victimes et qui pensait avoir trouvé l'endroit idéal pour se débarrasser des corps. Pour les inspecteurs, ils sont sûrs que c'est Barry qui a tué sa femme. Mais est-ce ça, la vision tunnel? Parce que les preuves sont trop minces. Ce ne sont que des preuves circonstancielles qui sont très fragiles. Le fait de chasser des écureuils avec un fusil anesthésiant, de se tromper de route vers Moffat, n'empêche pas le fait qu'il y a quand même l'ADN de quelqu'un qui est recherché par la police, un serial violeur. Dans tous les cas, si Barry n'est pas arrêté dans les semaines qui suivent, je pense qu'il ne sera jamais mis en examen. Et donc que le meurtre de Suzanne ne soit jamais élucidé. La seule chose qui est rassurante dans cette histoire, c'est que maintenant, Suzanne a une tombe et sa famille et ses filles peuvent venir s'y recueillir. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette affaire, je ne sais pas si vous la connaissiez, et je peux vous dire que on va sans doute en entendre parler encore. Je vous tiendrai au courant si le rapport du médecin légiste implique Barry et s'il est mis en état d'arrestation. Voilà, maintenant à vous de me dire ce que vous avez pensé de cette histoire. Surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard. Oh, Suzanne, if anyone is out there that can hear this, that has you, please, we'll do whatever it takes to bring you back. We love you, we miss you, your girls need you. No questions asked. However much they want, I will do whatever it takes to get you back. Honey, I love you, and I want you back so bad.